Merci déjà d'être là. Ça fait quelques années qu'avec Airapro, on fabrique des conférences avec le Satis, donc c'est toujours intéressant d'amener ici un côté, alors je ne veux pas dire visionnaire, parce que là c'est très galvaudé en ce moment, mais peut-être un petit peu différent de ce que vous pouvez voir dans le salon en bas ou dans les autres conférences. On va parler de tous les buzzwords à la mode, hein, vous avez vu. On va parler de métaverse, de NFT. On a essayé de tout caser là-dedans. Pas tout, parce que ça faisait trop, mais on pourrait mettre 5G aussi, ou 6G, c'est comme vous voulez. Et l'objectif de cette heure de discussion, j'insiste là-dessus, vous allez voir des personnes qui ont une expérience et des compétences dans ces domaines-là, mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir discuter avec vous pour comprendre quelles sont vos questions, qu'est-ce qui vous intéresse et est-ce qu'on peut y répondre. On va tenter en tout cas. Je vais commencer par une petite chose. Si on a 1 heure, il va falloir quand même faire rapide pour passer tous les contenus. Donc je vais d'abord commencer par vous dire que cette conférence est organisée à la fois par Airapro et par Euromersive. Et que tous ces gens-là que vous voyez, ils nous ont aidés à préparer la conférence. Donc on a été plusieurs là-dessus. C'était sympathique d'avoir des compétences de tous les horizons. Et puis c'est parti. Pour commencer... tu aimes bien, on va commencer par Jean-Michel Jarre, j'aime ça. On a pas mal de thèmes à aborder. Donc en 1 heure, on va pas aller à fond, mais par contre, ce qu'on aimerait bien, c'est commencer par vous donner quelques exemples, ça je vais m'en charger. Et puis ensuite, on va attaquer une petite partie relativement courte, où on va s'attacher aux termes dont on parle, en essayant de les définir plus ou moins, qu'on soit à peu près d'accord. Ça ne va pas durer très longtemps, et à l'issue de cette discussion-là, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est à quoi ça sert. Et à quoi ça sert aujourd'hui, et quelle est la différence entre ce qu'on pense pouvoir en faire et ce qu'on en fait réellement. Et ça, ce ne sera pas moi qui parlera, oui, juste après, ce sera les personnes. Métaverse, réalité augmentée, technologie immersive, etc. Je pense que vous en avez entendu parler jusqu'à plus soif depuis quelques mois, on va dire depuis 2 ans. En tout cas, au minimum, depuis que Mark Zuckerberg a fait sa dernière intervention où il a mis 3 fois le mot métaverse par minute. Et donc, on a vu beaucoup de spécialistes du métaverse, je ne sais plus quoi dire, à arriver. Il y a quand même plein de choses qui se sont passées depuis 2 ans. Alors, je commence toujours par le concert de Jean-Michel Jarre parce que je suis un fan de Jean-Michel Jarre depuis très longtemps et que j'étais très content d'être dans Notre-Dame virtuelle pour assister à ça et avant, à la fête de la musique, d'être je ne sais plus où, mais dans un lieu complètement fou pour assister à un concert le 21 juin. Donc vous avez dû voir ça. Je ne vais pas insister là-dessus, surtout que la connexion dépend de la 4G qu'on a là, hein, mais vous avez dû voir ça, vous avez peut-être vu des extraits, vous l'avez peut-être vécu. Ça, c'est ce qui s'est passé. C'était en vrai, c'était capté, c'était rediffusé dans VRChat, c'est ça. Alors, Maud en parlera plus longtemps que moi, parce que c'est Maud qui a produit une partie de ce contenu-là, donc vous pourrez lui poser des questions. Ça, c'est arrivé donc 1er janvier. C'est pas nouveau. Attendez, hop, je reviens. Metaverse, c'est bien, mais ça, c'est bien. Vous avez sûrement entendu parler d'Epic Games et de tout ce qu'ils ont fait dans Fortnite. Alors, très probablement, le concert de Travis Scott et le concert d'Ariana Grande. Vous les connaissez, ça, c'est 25 millions de personnes. Ça, c'est un peu plus 70 millions de personnes. C'était plutôt des tests. Enfin, moi, je le vois comme ça. On met ça et puis on voit ce qui se passe. Le plus intéressant, c'est que c'est pas fini. Hein. Vous regarderez sur Fortnite et sur Epic Games, ils ont sorti juste après une série Ondes sonores qui est plus intéressante. J'ai vraiment une connexion de dub en fait. Hein. Bon, alors, comme ceux-là vous les connaissez, je vous les montrerai pas. Ce qui est parti après avec Ondes sonores, c'était beaucoup plus intéressant parce que autant les 2 premiers là, on mettait des grandes têtes d'affiche et on voyait les gens venir et puis c'était gratuit. Ce que vous voulez. Autant dans Ondes sonores, c'est une programmation de concert et on commence à avoir de l'achat in-game. Alors on n'achète pas un billet, mais il y a plusieurs déclinaisons de tester là-dedans. On peut acheter l'accès à un concert privé, on peut acheter l'accès à des goodies. On reparlera des NFT et des choses comme ça, mais des trucs vraiment spécifiques. Donc il y a une forme de monétisation là-dedans qui n'était pas vraiment présent dans les 2 premiers. Et là, on commence à aller vers quelque chose de, je ne vais pas dire plus sérieux, mais avec un vrai modèle économique derrière. Et puis, comme c'est pas fini, je vais vous la faire old school. Hop,
Vous avez entendu parler de la tournée d'ABBA qui va avoir lieu l'année prochaine. Alors on n'est pas vraiment dans un univers virtuel puisque l'objectif c'est de faire, si je me souviens bien, une captation différée et peut-être une captation en direct, le retranscrire sur une scène, faire de la captation, bon c'est pas vraiment de la captation volumétrique, hein, c'est de la captation de mouvement, mais en tout cas de reconstruire un concert avec des avatars, des personnages, etc. Avec là un modèle économique assez classique dans un premier temps, puisque c'est un pur concert, hein, vous achetez votre billet et puis vous allez y assister. Et on imagine bien, enfin je me trompe peut-être, je suis peut-être un peu naïf, mais à partir du moment où on a capté le concert en gestion en détection de mouvement, bon, il y a quand même une chance qu'il soit réutilisé après en replay, je ne sais pas si on peut dire comme ça, où vous pouvez voir la même chose ou carrément aller dedans. Donc il y a un modèle économique assez intéressant, pareil là, qui commence à se mettre en place. Alors, je vais arrêter de parler de musique, hein, ça, je te laisserai parler après de la partie musique. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites dans les concerts et la partie musique. Mais il y a aussi des trucs super intéressants qui se sont faits dans la partie plus classique. Là, c'est un documentaire qui a été tourné en partie dans le moteur d'Ubisoft, dont je me souviens jamais le nom, le moteur du jeu vidéo Far Cry Primal, en fait, qui a été utilisé pour recréer des séquences de documentaires, donc Lady Sapiens, la vie à l'ère préhistorique, etc. On a ça qui est encore plus vieux, vous l'avez peut-être vu, ça date de 2016, comme quoi il n'y a pas que des trucs tout jeunes, parce que j'ai parlé du moteur d'Ubisoft, dans les grands moteurs, je suis obligé de parler de Unity, et ça c'est un film qui a été fait dans Unity en 2016, qui a eu 2 ou 3 suites, je crois. C'était l'idée de montrer que Unity pouvait servir à faire des films, tout simplement, avec un vrai réalisateur, un vrai producteur, etc. Avec un tout petit truc intéressant, c'est que vous allez sur YouTube, vous avez le rendu 3D, mais si vous téléchargez Unity chez vous, vous pouvez récupérer le film et vous pouvez vous balader dedans. Ça, c'est assez sympa. C'est vraiment il est superbe. En 2016, il est toujours très super et très, très beau. Et puis, comme j'ai parlé d'Unity et qu'on est filmé, même si j'ai pas de royalties, je vais éviter les procès, alors je vais parler de l'autre, d'Unreal. Je vous l'ai pas dit, mais bon, ça date de ce matin. Pour vous dire que le marché est quand même assez actif en ce moment. Unity a racheté le studio de Peter Jackson, hein, ça a été publié ce matin, pour intégrer les effets spéciaux faits par ce studio dans le moteur temps réel. Donc en gros, ça veut dire que les effets spéciaux dont on parle, qui étaient de la post-prod, passent en réel. Enfin, passeront. Il y aura un peu de futur quand même. Et puis ça a été fait l'année dernière. Ça a été fait par Andrew Swanberg Hamilton. Ça a été fait avec Unreal Engine. C'est un peu le même principe que ce que vous avez vu avant. C'est un documentaire sur l'Australie. Allez le voir sur YouTube. Il est d'excellente qualité. Parce que là, avec la connexion à 2 balles, vous avez l'impression que c'est pixelisé, mais ça l'est pas. Ça a été fait avec de la photogrammétrie d'un côté. Donc la personne est allée en Australie, a fait de la photogrammétrie, a tout mis dans le moteur Unreal, et ça a fait un documentaire. Donc ça, rapidement, voilà, je ne vais pas vous en dire plus, ça vous donne un peu le... Ah non, c'est pas fini, je voulais celui-là aussi. Le truc de VRChat, je vous ai dit, j'en ai rajouté, je voulais en faire court, mais j'ai rajouté des trucs. Alors, voilà. Donc ça, c'est un film qui sortira l'année prochaine. Alors pour le coup, lui, il est entièrement tourné dans VRChat. Donc les gens ont fait les décors dans VRChat. Ensuite, ils font de la captation pareille de mouvement sur les acteurs, qui ont leur avatar dans VRChat. Et ils tournent avec des caméras virtuelles dans VRChat. Il devait sortir cette année, mais je crois qu'il y a eu l'année dernière, il y a eu un petit problème de Covid ou un truc comme ça a un peu délayé les temps. Alors c'est pareil, hein, si vous avez eu l'occasion, allez voir les trailers, c'est quand même assez délirant. Et puis on fait le combo de tout ça, parce que là je vous ai parlé surtout de trucs immersifs, de réalité virtuelle, plus de réalité virtuelle, de réalité augmentée, mais en tout cas de jeux d'acteurs
et de création dans un univers virtuel. C'est aussi assez différent de ce qu'on peut voir. Vous avez quelques prestataires ici qui sont très intéressants, vous savez, qui font les décors virtuels. C'est ce qui a été fait on en parlait tout à l'heure dans la série Mandalorian, là, pour réduire les coûts, etc. Là, on est à un autre niveau, puisque c'est plus que les décors qui sont virtuels, c'est tout. Y compris, on peut avoir, on en parlera peut-être, des acteurs synthétiques, c'est-à-dire pas des captations de corps avec des gens qui jouent, mais en fait des figurants qui sont pilotés par l'équivalent d'IA et qui vont interagir avec les acteurs. Ça existe déjà. Et donc le dernier truc, je crois que ça c'est ma dernière diapo, je regarde juste, mais ouais c'est bon, et après je vous embête plus, c'est presque un peu le combo de tout ça, c'est ce qui a été annoncé par la Corée du Sud en premier il y a 6 mois, et puis petit à petit ils annoncent des trucs. Eux ils veulent faire un métaverse national, c'est parti du national en disant puisque les grandes boîtes veulent faire ça, nous on en fait un sud-coréen, et on plug tout ce qu'on peut dedans. Donc on a déjà des groupes de K-pop qui sont déjà relativement costauds sur de la vente de NFT et des trucs comme ça, qui se sont dit c'est cool, nous on veut bien une salle de concert pour faire des concerts privés et puis des discussions avec nos fans. Donc on amène les fans. Donc les fans, on leur fait des lieux spécifiques. Alors, les entreprises sont super intéressées parce que s'il y a les fans et s'il y a des concerts et s'il y a du mouvement, nous on aimerait bien aller faire notre... faut pas que je cite de marque américaine. Notre showroom d'une grande marque qui fait à manger des sandwichs dans le monde entier. Ce serait bien qu'il soit là aussi. Et puis, on peut rajouter des trucs à ça parce que les écoles ont fait leur campus dedans. Enfin, on prévoit de faire leur campus dedans. À tant faire d'avoir des jeunes, à mon âge je peux dire ça, des jeunes qui sont fans de K-pop et qui vont aller de toute façon dans le métaverse, autant leur faire un campus virtuel pour qu'ils apprennent des trucs dans le métaverse et qu'on continue et qu'on boucle la boucle. Vous mettez tout ça, vous les payez en NFT ou en crypto, et puis c'est la totale, il y a tout dedans. C'est vraiment intéressant, si vous avez l'occasion, allez voir les programmes métaverse national sur les sites sud-coréens. La vision qu'il y a derrière, elle est assez impressionnante. Et ça ne... J'insiste aussi là-dessus, on insistera sur le reste après. Le fait qu'ils créent un métaverse, ça ne veut pas dire du tout qu'ils vont se câbler chez eux, dans leur bulle, et puis on ne sort plus et on se fout complètement du monde réel. C'est l'interaction entre les deux qui les intéresse. Donc voilà, ça c'est l'intro. C'est 10 minutes. C'est fait, vous voyez à peu près de quoi on va parler. Je vous invite à me rejoindre sur scène, si vous voulez bien. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, on a juste un impératif, c'est que Gaël doit partir à 17h pour récupérer un avion. C'est ça ? Très bien. Donc, un déplacement bien réel. On abordera dans les parties techniques, justement pour profiter de ton expérience, un peu plus le NFT au début. Et puis ensuite, on verra un peu ce que vous voulez faire. Donc, je m'assois, je vous donne un micro. Est-ce que vous pouvez commencer succinctement par vous présenter ? Alors, vous m'entendez ? Oui. Alors moi, c'est Emilia Kukowski. Je suis coordinatrice et marketing chez XR1. Et actuellement, justement, on est en train de développer une application de karaoké et de concert en réalité virtuelle. Voilà. Bonjour, je m'appelle Gaël Bokongo et je suis le fondateur d'un studio de gaming qui est qui est basé sur la culture. Et en fait, on est passé il y a 2 ans de la culture classique à ce qu'on appelle la culture metaverse et culture NFT. Bonjour, je m'appelle Maud Clavier, je suis directrice générale et chef de projet d'une société qui s'appelle Vroom. Et nous, on crée des concerts et des festivals virtuels dans différentes plateformes pour promouvoir la culture dans les plateformes de réalité virtuelle sociale. Bonjour, je suis Philippe Sfon, je suis le concepteur et le créateur de Real Illusion, qui est une plateforme en fait, de déploiement de réalité augmentée multicanal et multisecteur. Je vous expliquerai un peu plus tard l'intérêt. Donc, la règle, elle est simple. Moi, je vais poser quelques questions. Notre plateau, nos speakers vont intervenir. Si vous avez des questions, vous levez la main et puis on répond à vos questions. Et c'est moi qui me déplace pour vous donner mon micro. Ça vous va ? C'est parti. Donc, on avait dit, on va faire quelques définitions quand même, parce que tous ces buzzwords à la mode, là, ça devient assez compliqué. Alors, si vous me le permettez, je vais utiliser un joker et on va
peut-être pas donner une définition du mot métaverse. Parce que j'ai bien peur qu'on en ait pour plus d'une heure. Donc, pour l'instant, vous avez vu des exemples. Si vous le voulez bien, plutôt que de donner une définition de ce terme-là, on pourra revenir, hein, on va vous garder ce que vous avez vu en tête et puis on va aborder les caractéristiques du concept du métaverse au cours de toute la présentation. Et puis vers la fin, si vraiment vous ne comprenez rien du tout à ce qu'on a dit, ben on revient et puis on essaye de trouver une définition ensemble. Je suis un peu petit bras là, mais vu les discussions que j'ai eues avant, j'ai peur quand même de rentrer dans ce truc-là. Donc, passons à la définition suivante. Un NFT, mais qu'est-ce que c'est ? Gaël, dis-nous. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ? C'est intéressant parce que, juste pour bien comprendre un peu comment nous, on est arrivé à vouloir traiter dans l'univers NFT, c'est que j'ai monté un studio de gaming, mais je ne suis absolument pas un joueur. Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Et en fait, à la base, je viens du trading. J'ai passé 11-12 ans dans le trading. Et je suis passé du trading à ce qu'on appelle la finance alternative, donc tout ce qui était blockchain. Et j'ai voulu comprendre. Du coup, je suis reparti 1 an et demi aux États-Unis, à Harvard, pour vraiment être on point, comme on dit. Et de là, je me suis dit, moi, j'adore la culture. Et malheureusement, je suis français, j'adore la culture. Et j'ai toujours l'impression que la culture, c'était un acteur économique dormant. En fait, c'est un acteur économique qui vit sur un peu perf de subvention. C'est un peu comme ça que je l'appelle. Sauf que je me suis dit, à travers le gaming, peut-être moyen de trouver quelque chose pour le faire vivre en fait. Et de là, je me suis dit, je vais peut-être créer une crypto et les gens qui vont jouer aux jeux qui vont être liés à la culture, donc quand je dis culture, c'est culture musée, culture voyage, culture musique, vont gagner quelque chose. Et de là, en fait, le NFT j'ai commencé à faire des tours de table où je parlais et j'ai rencontré ceux qui avaient créé Sora. À l'époque, on ne parlait pas du tout d'NFT, on parlait juste d'actifs sur la blockchain autre que la crypto. Et de là, ça a vachement mergé. Et en fait, on se demandait qu'est-ce que c'est qu'un NFT. Un NFT en soi, c'est un élément qui vit sur la blockchain, unique, donc qui est rempli de métadata qu'on ne peut pas reproduire. Et à l'époque, on se disait, ça peut être intéressant de donner à quelqu'un cet élément rare, en fait. Donc la rareté d'un non-fungible token, comme ça s'appelle, donc un token non fungible, qu'on ne va pas pouvoir reproduire, peut être une forme d'unicité. Donc les gens qui vont l'avoir vont peut-être s'y retrouver, ils vont le garder pour eux. Et c'était un peu difficile à expliquer aux gens au début, mais je suis arrivé à une définition très simple. Donc pour tous ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo, donc moi je vous dis, j'ai jamais joué, mais j'ai déjà vu, j'ai des frères. Je me suis dit, j'ai pu expliquer aux gens, par exemple, qui jouent aux jeux vidéo, écoute, un NFT, c'est comme lorsque tu prends une tenue pour un joueur de foot ou un joueur de basket dans ton jeu. Et c'est digital, tu vois, tu as dû utiliser les coins du jeu et maintenant la tenue elle est à toi. Et du coup, tout de suite, ça a pu, comme c'était une définition assez large, les gens ont dit ah oui, mais j'ai déjà fait ça. Je dis tu as déjà acheté un NFT en fait, mais dans un jeu avec une monnaie virtuelle. Donc en fait, tu es déjà en avance. Et là, tout de suite, les gens étaient dans le ah ok, d'accord, j'ai compris le principe. Et du coup, nous, ce qu'on a fait en termes de gaming, c'est qu'on a pu sortir une collection. Il y avait Ape Billionaires qu'on a créé juste après ce qui a été fait, on va dire les CryptoPunk et tous les éléments NFT qu'ils ont boomé pendant le Covid. Alors, j'ai un peu adoré le Covid parce que on a pu faire moins 27 millions, donc on était très contents. Et par rapport à ça, ça a été assez intéressant et on a continué à créer des collections d'NFT jusqu'à la prochaine qui sort le 25 novembre, qui elle est un NFT manga. Pour le monde du manga et qui permettra justement aux gens de ce monde manga digital, qui sont parfois des gens qui ne sont pas très ouverts au monde réel, de justement créer un lien de la virtualité à la réalité. C'est-à-dire que tu as un NFT, le but d'un NFT, c'est d'avoir une utilité. Parce qu'il y a beaucoup d'NFT qui ne servent à rien et 90% des business NFT qui sortent maintenant vont se casser la gueule. Enfin, je sais pas, j'ai le droit de dire casser la gueule. Non. D'accord. Donc, c'est enregistré, tu géreras les conséquences après. Et vraiment, quasiment tous les business, comme un peu à l'époque de la bulle Internet, tout le monde sort tout et n'importe quoi. 90% des business vont se casser la tête. Voilà. Et ceux qui vont rester, c'est ceux qui ont une réelle utilité et qui vont pouvoir perpétuer parce qu'ils vont servir. Et c'est ça, en fait, la beauté du NFT, c'est que c'est peut-être digital, on ne le voit pas. Là, on ne sait pas que j'ai plusieurs CryptoPunk,
personne ne peut le savoir, mais je sais que ces CryptoPunks-là ont une valeur énorme et je peux les revendre et peut-être je peux accéder à énormément de choses qui concernent ce cercle. Donc voilà à quoi sert un NFT. Si tu veux rajouter, je t'en prie. Je voulais juste ajouter une micro-note un peu perso dans ma découverte du NFT. Donc au début, j'ai plutôt découvert ce qui était justement entre guillemets les NFT qui servent à rien, comme tu dis, les tableaux, plein d'artistes qui se disaient ah bah moi j'arrive pas à vendre dans les galeries en vrai, vas-y je vais faire des NFT. Et du coup ils sont perdus un peu dans les OpenSea, etc. à essayer de se vendre et à vivre dans un rêve un peu flottant. Mais par contre, il existe étrangement, enfin toi tu as été trader, mais du coup j'avais cru comprendre qu'il y avait une partie du NFT qui était du pur trading, donc des gens qui, au lieu de vouloir acquérir un NFT parce qu'il est utile et parce que dans le monde virtuel, ils en font quelque chose, ils misent sur la rareté de l'objet digital pour le revendre plus tard. Et du coup, c'est juste du pur trading. Eux, ils vont pas se servir de ce NFT. Le NFT en lui-même ne va servir à rien, mais eux, ils vont miser sur le fait qu'il coûtera plus cher éventuellement plus tard. Je sais pas si tu as trop des exemples là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'intéressait. C'est récemment, j'ai vraiment harcelé tous mes potes LinkedIn. Je fais, est-ce que vous connaissez des acheteurs de NFT autres que gaming, autres que des avatars 7, etc. Et je trouvais peu de réponses alors que je connais des millions d'artistes qui sont sur OpenSea, donc c'est particulier. En fait, ta question elle est super intéressante parce que avec une nouvelle technologie vient des nouveaux besoins et des nouveaux business. Et en fait, ceux qui traitent le NFT comme le trading en soi, comme un sous-jacent, bah, y en a. Moi, j'en connais beaucoup. Si la question c'est pourquoi ils le font, bah, je vais te le dire, c'est quand même une raison pécuniaire, hein, c'est que pour la thune. Mais en fait, ça donne à l'art une économie, on va dire, une seconde. Aujourd'hui, dans le monde de l'art, c'est assez compliqué de se dire je vais acheter ce super beau tableau et tout. Et en fait, dans le monde de l'art digital, tu as l'art commun à tous. Et du coup, tu as des gens qui se disent voilà, moi je trouve que ce truc est rare, parce que encore qui définit que ça soit rare, c'est la communauté en fait. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est validé par la blockchain de se dire celui-là est rare, tu l'achètes. Alors, si on n'a pas fait le lien, si on n'a pas expliqué trop ce que c'est le métaverse, est-ce que vous pourriez nous dire, prenez la parole comme vous voulez, le lien entre NFT et métaverse? Parce qu'on les voit quand même vachement collés ensemble. Qu'est-ce que ça apporte de spécifique? Est-ce que c'est lié absolument au métaverse? Non, a priori, il n'y a pas de... Encore une fois, tout dépend du NFT. C'est-à-dire que il va y avoir différents metaverses. Tu vois, nous, on a créé un mangaverse, donc où tous les mangas se réunissent. Tu vois, y en a qui vont créer encore d'autres types de metaverses. Et ce qui va être beau, c'est sur une blockchain, c'est que ton élément que tu as acheté sur, je sais pas, OpenSea, tu pourras aussi très bien le mettre dans une structure de Coinbase, de Binance. Enfin, il n'y a pas de limite à où tu peux utiliser cet objet-là. Là, quand tu postes une story sur Instagram, elle est en général visible que sur Instagram. Mais là, tu vas pouvoir poster quelque chose et tu pourras l'avoir peut-être de la même manière sur Twitter, sur d'autres chaînes de réseaux sociaux, sans que ça soit réellement lié à Instagram. Pardon, je fais une micro-parenthèse, mais ça me fait penser que souvent dans la définition de métaverse, on a un peu comme ça une idée de l'interconnectivité entre toutes les plateformes immersives, interconnectivité des plateformes en réalité augmentée, en réalité virtuelle, tout ce qui est sous forme d'avatar et compagnie. Et c'est vrai que le cross-platform, donc d'avoir des avatars qui sont cross-platform, d'avoir des assets qui sont cross-platform, c'est dans ce cadre-là très précis aussi que tout ce qui est NFT et crypto-monnaie devient essentiel et intéressant, parce que dans ces modèles de métaverse, on ne veut plus dépendre des monnaies d'État, des monnaies nationales, on veut casser les frontières et les limites et devenir vraiment globaux. Donc c'est même pas mondial, hein, c'est interplanétairement mondiaux. Et dans ce cas-là, la crypto-monnaie crée une économie plus tracée, plus juste, plus intercommunautaire entre les citoyens et, espérons-le, plus utile, quoi. Ouais, c'est un support. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi sur l'utilisation du NFT. Il y a une version, il y a deux mondes qui s'affrontent sur l'utilisation du NFT. Il y a le NFT qui va avoir une raison pécuniaire ou de vente d'objets qui vont être dupliqués, mais on peut l'utiliser aussi dans l'utilisation, par exemple, de certification, puisque l'idée en fait du NFT à l'origine, c'était de certifier aussi bien des objets 3D que tout ce qui peut être éléments digitaux. Ça peut être de la musique, ça peut être des éléments 3D. Nous, dans l'utilisation du NFT, on l'utilise dans des musées pour certifier des scans 3D haute définition, pour certifier que cet objet, quand il est envoyé à l'autre bout de la planète pour être étudié par d'autres musées et d'autres chercheurs, que ce soit vraiment le jumeau numérique original qui est exploité. Donc en fait, dans toutes les technologies, on a toujours un côté qui est le côté qui va générer des transactions financières parce que le principe de collection et de vente d'objets, mais aussi il y a le côté
purement archivage, parce que la blockchain en fait a donné la seule solution qui était de certifier les objets digitaux et de les rendre uniques. Donc il y a aussi ce côté-là qui est très intéressant, alors qui peut aboutir aussi à des aspects financiers, de location d'objets 3D pour des études, etc. Mais cette notion d'unicité, c'est quand même c'est la base en fait. C'est unique, c'est inviolable et c'est indestructible une fois que ça a été déposé. Donc c'est cette partie-là qui est aussi intéressante. Oui, je voudrais juste dire aussi que les NFT à l'heure actuelle est très important aussi dans l'industrie de la musique, parce que justement, quand on achète un NFT, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc déjà, on achète directement justement à notre artiste préféré, donc quand même il y a cette proximité. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il n'y a plus d'intermédiaire, l'artiste gagne directement l'argent. Ce qui veut dire que par exemple, s'il vend un NFT de 11 000 $, comme un DJ, il me semble, américain, Blow l'avait fait, il le met directement dans sa poche parce que justement, il n'y a plus de label ou de maison de disques qui pourraient prendre un gros pourcentage et leur donner qu'un petit pourcentage. Donc en fait, les NFT les aident aussi à financer leurs futurs projets de musique. Et ça, je trouve que c'est très important. Donc en fait, dans ce que tu dis, c'est un outil au service des créatifs ou de la création, je ne sais pas comment dire. Exactement. C'est ça l'idée. Juste à ce point-là, si vous avez des questions sur Metaverse, mais vous n'en avez pas, sur NFT, sur des choses comme ça, on peut les prendre tout de suite et juste après, on attaque l'objectif. Alors, juste, pour qu'on t'entende en fait sur le replay, il faut que tu prennes un micro. Je voulais juste rajouter sur la notion de NFT. À partir du moment où il y a des tiers, l'intérêt du NFT, c'est que dans le smart contract, ça va pour l'artiste, lorsqu'il y a revente de son bien numérique, il y a le smart contract qui va lui donner automatiquement les éléments de droit de suite, donc de toucher une partie de la somme de la transaction qui a été faite entre le marchand d'art et son client. Et encore après, et encore après, et encore après. Après, c'est clairement, enfin, le NFT, la crypto, c'est les éléments de blockchain. Du coup, c'est clairement le but et l'essence même de la blockchain de tuer le tiers de confiance, quoi. Donc, j'appuie ce que monsieur vient de dire. Ça va bouleverser un peu les modèles économiques, en gros. Je vous résume, si je comprends bien. Sacrément même. On va s'y faire. Ok, d'accord. Je voulais d'abord vous rassurer sur la culture. En France, c'est la 4e industrie. Donc, c'est pas si dormant que ça. Ça représente des milliards. Donc, regardez bien ce que l'industrie culturelle produit. Je travaille pour l'UNESCO, donc c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mais la question, la question est la suivante. En fait, si je suis ABBA, et que je décide de vendre des millions, quelque part, d'exemplaires d'une chanson, je vais faire un NFT qui sera une personnalisation de cette chanson pour la personne qui me l'achète. J'essaie de comprendre ce modèle-là. Je comprends bien le modèle personnalisé, il n'y a pas de problème. Je vends quelque chose, c'est unique et c'est pas reproduit. Mais comme vous avez touché à l'industrie du disque ou de l'audiovisuel, j'essaie de comprendre ce lien-là. En fait, si on prend ABBA comme exemple, ça va être le support sur lequel vous allez peut-être utiliser la musique d'ABBA. Donc ça peut être une peinture, ça peut être un anime, ça peut être la création que vous allez créer, la création que vous allez avoir avec le NFT que vous créez, qui va la rendre unique, va vous permettre de se dire, voilà, j'ai pris la chanson, donc quand j'ai pris la chanson d'ABBA, je l'ai mis sur un support, et ce support-là est unique. Et du coup, cette rareté-là, si vous en avez un, vous pouvez le vendre sur n'importe quelle plateforme. Mais on va dire que ça change de je fais quelque chose dans mon coin et j'essaie de le vendre par une plateforme où je vais devoir avoir un intermédiaire. Est-ce que c'est clair? Parce que j'ai l'impression que vous avez... En fait, il est possible que... Oui, il vaut mieux quand même. J'ai essayé de comprendre le caractère individuel de la chose, qui est très clair, par rapport à la grande distribution. Vous voyez, au marché de masse, qui a toujours été le marché de l'industrie musicale jusqu'à présent. Mais il est le marché, l'industrie musicale, elle est pas pour les artistes, elle est pour ceux qui managent les artistes, donc qui font souvent beaucoup d'argent. Maintenant qu'on a des structures qui permettent aux artistes d'être indépendants de ces structures, qui peuvent parfois être carnivores et laisser peut-être que 2% à l'artiste qui s'est tué au studio, là c'est devenu le contraire. C'est la masse va
utiliser le NFT, ou en tout cas la blockchain, l'élément de la blockchain, pour justement ne pas passer par cette personne. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est la notion de contenu accessible spécifiquement aux possesseurs du NFT. C'est-à-dire que je peux acheter par exemple un CD d'un artiste, je prends un CD de Jean-Michel Jarre, je l'achète, j'ai du contenu qui est du contenu accessible à tout le monde. Mais j'ai la possibilité d'acheter, parce qu'il y a 100 NFT qui sont disponibles sur cet album-là, qui vont me permettre d'avoir des exclusivités. Une interview dédicacée, des contenus, des rushs, etc., etc. Le NFT, en fait, dans l'industrie de la musique ou dans la culture, en fait, peut être vu à plusieurs niveaux. C'est est-ce qu'il déclenche, est-ce qu'il donne accès au contenu primaire, ou est-ce qu'il va donner accès à du contenu secondaire qui va pouvoir être mis à jour régulièrement. Tous les mois, l'artiste peut mettre une exclue, un morceau qu'il n'a pas produit réellement parce qu'il s'est dit que c'était pas forcément rentable de le produire, mais que ça peut intéresser certains fans. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est de sécurisation du second niveau et troisième niveau. Alors, juste pour faire le lien avec ce qu'on a vu avant, c'est un peu le principe économique que vous avez vu peut-être pour les groupes de K-pop, dont un dont je me souviens plus le nom en Corée du Sud, où l'objet NFT qu'ils ont fabriqué à 100 exemplaires, c'est comme une carte de club qui permet d'accéder à un lieu communautaire privilégié où là par contre les fans vont rencontrer les artistes dans un métaverse, pas en vrai. Et donc là il n'y en a que 100 et on peut les garder, on peut se les échanger. Si on a envie de faire un peu de business avec et de faire fructifier son truc, on peut. C'est finalement comme une action, hein, il y a une spéculation dessus. On peut en faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est aussi pour ça que que le concept n'est pas si facile que ça, je trouve, parce qu'on mélange beaucoup de choses et en plus on colle un caractère unique à une donnée numérique qui par définition est multipliable à l'infini. Donc des fois on a un peu de mal à mettre tout ça en place. Quand vous achetez un Rembrandt, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y en a qu'un. Hein. Voilà, quelqu'un peut faire 10 copies, votre Rembrandt il sera toujours unique. Les NFT c'est la même chose, hein. Vous avez votre badge du club de K-pop ou à travers une photo ou un truc comme ça, il est unique, même si il y a d'autres copies numériques qui ne seront pas certifiées, elles, mais non, ça ne vous permettra pas de rentrer dans le club. Donc les modèles économiques, je pense qu'on est vraiment juste en train de les découvrir et que les possibilités sont complètement délirantes en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on est vraiment... Enfin, il n'y a que 3,8% de personnes dans le monde qui détiennent de la crypto et 2,5% qui détiennent des NFT. Donc on est au début du début. Et là, ça peut paraître en mode buzz et tout le monde peut se dire waouh, tout le monde en parle et tout. Mais en fait, ça va tellement être commun. Après, je peux pas prédire l'avenir, mais encore une fois, à l'ère du début d'Internet, personne n'allait prédire qu'on allait avoir... Enfin, ça allait être commun à tous. Donc aujourd'hui, ça peut paraître parfois complexe, mais ce côté unique et rareté qui peut être visible que dans différents métaverses, parce que Meta est arrivé avec Facebook, mais il y a énormément de métaverses qui vont arriver et qui vont être sûrement liés entre eux. De quelle manière l'interopérabilité des prochains NFT de la prochaine industrie, je ne la connais pas, il y a énormément de spéculation, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas dans le monde du trading, ça existe depuis déjà bien longtemps, et c'est comme ça que la finance de marché un peu... tient les rênes de nos sociétés, quoi. Alors. Je me permets de faire question-réponse, mais en fait, je me suis intéressée récemment au NFT, par exemple, de galeries d'art. Donc, je suis allée sur une galerie d'art virtuelle dans ce qu'on appelle un métaverse, donc un site web en 3D. Je visitais des tableaux, etc. Je dis, celui-là il est trop beau. Je clique, j'arrive sur un lien où on me montre le tableau, son prix, etc. Je clique sur le tableau, ça m'en fait une image énorme ici, mais finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré l'image sur mon ordinateur et je ne l'ai pas acheté. Je sais, mais j'en ai, mais je veux dire, du coup, ça pose quand même un truc, c'est qu'effectivement, quand on achète une œuvre d'art NFT, c'est le fait qu'il y ait une métadata qui la certifie, qui la rend unique, etc., qui la valorise. Je te rejoins sur le côté NFT utile dans les plateformes en 3D, le fait d'avoir un vêtement pour son avatar qu'on ne peut mettre que dedans et des choses comme ça. Mais j'ai encore un peu de mal à comprendre, par exemple, pour le son et la musique. Une musique, je peux l'enregistrer, donc je peux enregistrer un enregistrement, donc j'aurai pas le label, j'aurai pas le ticket, mais je peux le hacker. Et ça, qu'est-ce qui se passe ? Moi j'ai une réponse. Est-ce que tu comprends que des gens rachètent des vinyles ?
Oui, mais c'est Non, je vois, un marché de niche. Il y a Excuse-moi, beaucoup je plus suis un de peu gens- méchant, hein, il y a mais moi ça m'a beaucoup plus toujours de gens étonné. qui téléchargent des MP3 sur YouTube. Et les gens téléchargent des MP3 aussi. C'est pour ça aussi que c'est compliqué cette idée de duplication à l'infini tout en ayant la possibilité d'avoir quelque chose d'unique. C'est un peu comme si on reprend Jean-Michel Jarre, vous avez compris, si tu nous regardes Jean-Michel. Si on a le disque d'or de Jean-Michel Jarre, de platine, pardon. Si on a le disque de platine de Jean-Michel Jarre, il est unique, j'imagine. On n'en a qu'un. Pourtant, la musique qu'il y a dessus, pardon. La musique qu'il y a dessus, je l'ai déjà. Oui, donc ce que je voulais dire pour répondre un peu à Maud, en fait, je pense que c'est juste un peu l'effet psychologique de se dire que justement, on achète directement à l'artiste l'œuvre originale, juste pour dire vraiment, on a la détention de l'œuvre originale. Sinon, comme tu dis, on peut copier la chose, mais c'est vraiment le fait de se dire, bah, c'est moi qui détiens l'unique œuvre de cet artiste-là. Il est 17h05, ouais, donc je veux pas te faire manquer ton avion. Non, du tout, je vous remercie. Désolé de partir comme ça. Je suis joignable par LinkedIn ou sur culture.com. Et si vous voulez en savoir plus, ou différentes tables de ronde, et si vous voulez parler de culture, aucun problème. Merci à tous. Ça tombe bien, on a parlé un peu des usages et de l'utilité. Bon, pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, ce sera. Hop, je le fais dans l'ordre. J'en profite, je vais amener une autre dimension des NFT, c'est la traçabilité. Et en fait, je vais poser une très grosse question, parce que là, la question est très posée en ce moment par rapport au métaverse. C'est les données dans le métaverse, parce que dans les NFT, il y a les wallets, donc ça a l'air plutôt anonyme. Mais lorsqu'on peut tracer donc, des éléments dans le métaverse où il y a des avatars, il y a donc des comptes derrière, comment ça va se passer pour protéger toutes ces données? Parce que tout d'un coup, c'est des achats, c'est... Voilà. Vous pouvez rester là jusqu'à 20h. En gros, la problématique, c'est en fait, ça va dépendre de qui est l'opérateur. C'est parce que imaginons un grand opérateur américain venant de changer de nom il n'y a pas longtemps. Voilà, en fait, la problématique, elle est déjà au niveau de la législation, c'est que même pour un site internet, en fait, ça dépend de la législation où le site est vraiment hébergé. Donc, c'est déjà la base. Et surtout, c'est que dans le métaverse, on va avoir des problèmes d'interopérabilité et de duplication de données entre différents serveurs qui vont être sur différents continents pour des problématiques d'accès, etc. Donc, en gros, la seule réponse à ça, c'est la politique de privacy de l'opérateur. Et de toute façon, si on est sur des applications et des produits qui sont déployés en France, normalement, ils sont censés être raccord avec le RGPD. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté de l'Atlantique, s'il y a de la duplication de data, elle ne soit pas exploitée d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, vous ne le saurez pas. Et ça se saura que s'il y a une opération collective ou une plainte collective qui va se faire à l'étranger, parce que des gens vont se rendre compte qu'ils vont avoir des données qui sont plus ou moins louches, qui ont été en fait corrélées et exploitées. C'est un peu le cas de Facebook, enfin de Meta maintenant, avec le fait de supprimer la reconnaissance faciale automatique dans les algorithmes de Facebook. Ils l'ont fait parce que il y avait des procédures collectives qui étaient mises en place justement sur le fait on n'a pas forcément envie d'être automatiquement reconnu sur une image qu'on a partagée sur Facebook. Donc c'est un gros problème et ça, en fait, il n'y a pas vraiment de solution. L'anonymisation, en fait, l'opérateur qui déploie une techno ou déploie une solution est obligé de gérer l'anonymisation de ses données en fonction de là où son siège social est positionné. Et de l'idée qu'il se fait de la propriété intellectuelle et de l'idée qu'il se fait de la protection d'autrui. Donc... C'est un peu pour ça que l'Europe en ce moment fait beaucoup de think tanks sur les lois qu'il faudra appliquer au métaverse, etc. Et que moi je leur martèle, mais financer aussi des initiatives en parallèle. Si vous écrivez des lois pendant que tous les autres développent les plateformes sans loi, ça va pas marcher en fait. Oui, pour l'instant, les opérateurs européens qui sont en capacité de fabriquer une partie du métaverse, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, mais non, il n'y a pas besoin de doigts en fait. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc après, si on tombe sur le coup des lois américaines, faut pas s'étonner trop. Juste, je vais pas vous faire peur, mais vous savez que pour aller dans un métaverse tel qu'on l'entend, ce qui est quand même bien, c'est d'avoir un casque de réalité virtuelle pour s'immerger. Et vous pouvez trouver des études faites depuis quelque temps par des scientifiques qui vous montrent que simplement en récupérant les mouvements de votre casque, vous pouvez remonter à des données de santé. Des problématiques de santé, de déséquilibre, des problématiques mentales, etc. Évidemment, tout ça est tout à fait tracé, puisque c'est ces données-là qui vont alimenter le mouvement. Donc,
c'est un gros bordel. Pour simplifier le truc, dans les 5 prochaines années, on va avoir un gros bordel législatif là-dessus, mais c'est très bien qu'on en ait conscience, parce que, comme le dit Maud, c'est le seul moyen après d'inventer les lois qui vont aller avec. Bonsoir. Non, mais moi, je vais revenir sur les NFT, juste une petite question en fait, pour comprendre bien, si on achète une œuvre d'art ou une séquence vidéo ou un morceau de musique, donc par NFT, est-ce qu'on achète avec les droits d'exploitation ? Est-ce que moi, si j'ai une séquence vidéo, je pourrais l'utiliser dans un film, je pourrais la projeter quelque part. Pareil pour la musique. Donc, ou bien il faut quand même demander l'autorisation à l'artiste, ou bien c'est lui qui garde le droit moral. Voilà. En fait, c'est un gros flou. En fait, ça dépend de comment a été déposé le NFT. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dépose un NFT, on peut lui attribuer en fait des tags, on peut lui attribuer des contraintes. On peut lui attribuer le pourcentage de droits de suite. En fait, c'est l'artiste qui va le définir quand il va déposer son smart contract. Donc, en fait, c'est des choses qui sont, des fois, il y a certains artistes qui, un peu comme les licences dans le domaine du digital, hein, il y a des licences d'exploitation gratuites, des licences d'exploitation qui sont payantes. Ça encore, c'est relativement bien géré à partir du moment où, quand on dépose un NFT, on le rattache en fait à une licence d'exploitation digitale, puisque c'est un élément digital. Voilà, donc il y a c'est les systèmes de licence classiques. Mais je trouve la question très intéressante parce qu'on revient à l'idée de NFT utile. En ce moment, comme on disait, 90% des NFT sur le marché sont inutiles. Et là, effectivement, moi aussi qui suis dans l'audiovisuel, etc., comme nous tous, on se dira un bout de film ou une séquence, une musique, etc., qu'on peut réutiliser, où il y a un smart contract accompagné très bien ficelé, ce serait fantastique. Mais oui, c'est ma conclusion, mais ça n'existe pas. Pas encore. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, JR a choisi Eni comme plateforme, pourquoi Tarantino a choisi une autre plateforme, et je ne sais pas, est-ce qu'il y a un branding des plateformes, je ne sais pas, ou Tezos. Le premier artiste, j'ai pas bien entendu, vous avez dit JR, par exemple, oui. Lance des NFT sur Eni, Tarantino aussi va vendre des NFT. Vous avez une idée, et vous savez que Christie's va créer sa propre blockchain, ils me l'ont dit la semaine dernière. Et vous avez même des artistes qui créent leur propre plateforme de NFT. Alors, je vais vous en annoncer une autre. DC Comics a lancé la sienne, rattachée à un autre Valette récemment, a fait une grosse opération pour lancer sa plateforme en offrant des NFT gratuits qui reprenaient tous les personnages en fait de DC Comics, etc., avec 3 niveaux de NFT offerts, des normaux, des rares, des extrêmement rares. Pour l'instant, leur plateforme ne sert absolument à rien à part à stocker les NFT qu'ils nous ont donnés. L'idée derrière, c'est qu'en fait, ils vont développer tout un concept qui va être en fait plutôt de principe de merchandising, comme sur des goodies, etc. Et en fait, il va y avoir de la vente de ces produits-là. Chaque opérateur, au jour d'aujourd'hui, vous allez sur OpenSea, vous prenez le module de création de plateforme dédiée, vous l'installez sur un serveur, vous pouvez monter votre propre market de NFT. La problématique après, c'est pas le fait de créer une plateforme de vente NFT qui pose souci, c'est tout ce qu'il y a derrière au niveau de la législation, au niveau de la problématique en fait d'entretien de ces plateformes et de responsabilité aussi. C'est-à-dire que derrière, il faut pas se dire je vais mettre mon site, je vais mettre mes 3 NFT dedans. Derrière, il faut faire du marketing parce que sinon ils ne se vendront jamais. Déjà que sur OpenSea, qui est la plus connue, maintenant c'est imbitable pour trouver quelque chose. Donc après, on arrive justement à ces NFT utiles et en fait aux méthodes d'utilisation du NFT. Parce que si on revient sur la partie musique, en fait, là, tout le monde en fait se pose la question comment certifier un morceau de musique en NFT. Ok, mais parce qu'en fait, on le voit sur la façon dont on consomme la musique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux un morceau de musique, je vais aller sur YouTube, je vais la télécharger, etc. Le NFT, dans l'absolu, est plutôt orienté dans le domaine de la musique pour être utilisé sur des applications dédiées qui vont permettre d'avoir accès à des contenus spécifiques par rapport à des groupes d'artistes ou à des labels. Et là, par contre, on a son intérêt. C'est-à-dire que si je rends unique un morceau parce que je l'ai acheté par l'intermédiaire d'un métaverse ou d'une application, et que moi, j'ai accès à ce morceau, parce que je l'ai acheté, donc j'ai accès à un concert virtuel que je vais pouvoir déployer en VR, en réalité augmentée dans mon salon, sur ma jaquette de CD que j'ai achetée. C'est là en fait où tout l'intérêt de l'unicité du NFT au niveau de la musique arrive. Sur de la vidéo, c'est un peu le même principe, c'est que effectivement, je vais avec toutes les plateformes de diffusion, type Netflix et autres, etc.,
du contenu vidéo réexploitable, de faire des rushs et de faire des montages à partir de là, tout le monde peut le faire. Mais si on utilise du NFT et que ce NFT devient une clé d'accès privée, à ce moment-là, on trouve un intérêt. Et au niveau des wallets, parce que c'est vrai qu'on parle du NFT, mais on ne parle pas de comment en fait, on justifie qu'ils sont à nous, etc. Tous les wallets, en fait, tous les portefeuilles de crypto, tous les portefeuilles en fait, qui permettent de stocker du NFT, en fait, il y a deux types. Il y a ceux qui sont sur Internet. Je vais en nommer plusieurs, mais qu'on prenne Trust, qu'on prenne les différentes plateformes qui sont en ligne. Il faut penser que ces plateformes en ligne, il y a quand même un risque à les utiliser parce que la clé en fait privée, elle est détenue par la plateforme. Vous ne détenez que votre clé à vous. Le seul moyen au jour d'aujourd'hui de certifier, et même pour plus tard dans du transfert d'avatar entre les différents métaverses, etc., c'est d'utiliser des clés physiques, comme les Ledger. Bon, c'est quand même une pépite française, donc autant en parler. Les clés Ledger sont les seules clés de sécurité de crypto qui vous permettent de faire des transactions de crypto, mais de stocker en fait aussi vos NFT, et vous êtes possesseur en fait de votre identité digitale. Donc, le concept du métaverse, en fait, il y a tellement de briques en fait, qui permettraient de faire ça. On pourrait en parler pendant des heures, mais le NFT peut être rattaché aussi bien à de la VR qu'à de l'AR, qu'à de l'art, qu'à du patrimoine, mais c'est toujours le moyen d'y accéder qui va justifier l'utilisation du NFT, même si pour l'instant on l'utilise un peu à tort et à travers, il y a plein de choses qui servent à rien sur Internet. Et il y a tellement de choses intéressantes sur les NFT, c'est je pense qu'au bout d'un moment, on va même arriver à avoir des smart contracts qui vous interdisent la revente. Et dans ce cas, on aura réinventé la boutique en ligne. C'est quand même extraordinaire, quoi. Mais ça m'étonnerait même pas sur ces problèmes d'autorisation, de diffusion, etc. Puisqu'on peut tout faire, il est très probable que dans les années qui viennent, on voit tout, avant que ça se calme un peu. Je voudrais revenir aussi, pour remélanger un peu tout le truc, sur l'utilité. On a parlé d'exemples, de choses comme ça, mais est-ce que vous voyez des objectifs précis, raisonnables, à l'utilisation de ces fameux, alors du métaverse ou de la réalité virtuelle, des NFT pour de la musique ou pour autre chose? Quels peuvent être les objectifs? Est-ce que, comme on dit, c'est pour agrandir son marché? Est-ce que c'est pour cibler les jeunes, entre guillemets? Parce que les jeunes, on sait bien que ils passent leur journée à faire des jeux vidéo, donc on va leur mettre un métaverse et hop, ils vont venir consommer de la culture. Je sais pas. Est-ce que c'est pour modifier les modèles économiques et justement pour activer un modèle économique qui soit plus centré sur le créateur plutôt que sur le revendeur-distributeur? Est-ce que c'est pour baisser les coûts de production? On a entendu ça aussi, hein. Peut-être que simplement, après tout, quand Mandalorian fait ses décors avec Unreal Engine, les gens l'ont expliqué, hein, c'est pour produire plus vite et moins cher. Donc est-ce que l'utilisation d'un métaverse, d'une réalité virtuelle ou des trucs comme ça, c'est pour ça? Quels sont les objectifs selon vous? En musique en particulier? Déjà pour la musique, je pense que c'est surtout l'engagement. Donc il y a un engagement plus accru. Par exemple, si on prend le concert de Travis Scott, il y a eu quand même 12 000 spectateurs, ce qui serait presque... 12 millions, pardon. Spectateurs, ce qui serait presque impossible en réalité. Et aussi, ce qui est bien justement dans la réalité virtuelle, c'est qu'on peut rentrer directement dans l'univers de l'artiste. Donc comme on parlait justement de création, ça veut dire que si on veut, on peut faire intervenir des licornes volantes, des choses... En fait, ce qui est bien, c'est que ça rend vraiment l'expérience unique et intéressante pour le spectateur et du coup aussi pour l'artiste. Déjà pour le spectateur, ce qui est bien aussi, c'est que il a une autre vision. Par exemple, si c'est un concert physique, tout dépend si on a une carte VIP, on va être plus proche justement de l'artiste, et pour ceux qui malheureusement n'ont pas le chance seront éloignés, ils pourront le voir que dans un écran, alors que là justement Fortnite a montré aussi cette proximité avec l'artiste, donc on peut suivre l'artiste et grâce aux caméras on a tous vraiment la même vision des choses. Et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Alors de base, si moi je suis un peu dans ce milieu de la réalité virtuelle, c'est par passion et je trouve que ça casse vraiment des murs créatifs. Donc certes, il y a du modèle économique, mais c'est pas ma première motivation dans ce métier. Même si on parlait tout à l'heure, et c'est très juste, de replay virtuel. Jean-Michel Jarre, on l'a enregistré pour le Nouvel An, on l'a rejoué déjà 2 fois. Soit dit en passant, faire un concert le premier de l'an à l'intérieur de Notre-Dame, ça aurait été quand même sacrément difficile. Exactement. Et j'allais en venir exactement à ça, c'est recréer l'impossible. C'est ce qui me fascine dans la réalité virtuelle. C'est créer des moments qui sont impossibles à vivre en vrai. Tu le disais, c'est l'intimité avec la personne que l'on admire, la proximité.
Et tous les événements que j'ai pu créer avec Vroom pendant le confinement, etc., c'est aussi des nouveaux codes sociaux. Je sais que ma sœur prépare un documentaire là-dessus. On en a fait une bribe sur son identité virtuelle et c'est aussi un sujet passionnant. C'est que moi, par exemple, j'adore prendre un avatar différent à chaque fois que je suis connectée. Je ne crois pas du tout au digital twin qui me ressemblerait et qui irait sur toutes les plateformes. Je ne crois pas non plus à l'avatar de Facebook Meta où je n'ai qu'une petite tête qui m'ennuie à mourir. Donc j'aime bien les apparences un peu multiples, les métamorphes et s'amuser à jouer des nouvelles identités, à avoir des nouvelles interactions, des nouveaux codes sociaux, vivre des nouveaux moments. Je veux dire, j'ai littéralement été un chat et j'ai miaulé avec les patrons de South by Southwest pendant 1 heure et on était morts de rire et j'aurais pas fait ça dans la vraie vie du tout. Donc ça casse complètement... VRChat, je travaille beaucoup sur la plateforme VRChat. Effectivement, il y a une banque d'avatars, vu que c'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent créer leur propre contenu. Ils peuvent créer leur monde virtuel et leurs avatars. Et donc, on a un choix énorme d'avatars, et d'avatars tous, qui peuvent être très drôles ou sérieux, mais souvent assez drôles. J'ai un avatar de voiture et les gens peuvent monter dedans et je les emmène faire un tour de voiture. Enfin, j'ai beaucoup d'anecdotes extrêmement comiques comme ça et avec des gens extrêmement importants, donc c'est ça qui est encore plus drôle. Mais je trouve que c'est fantastique en termes d'interaction sociale, de ce qu'on peut vivre. On parle souvent dans le business de icebreaker. Les gens cherchent à faire des team building de icebreaker. Je vous conseille vivement d'aller dans VRChat et ce sera fait en 1/4 d'heure. La bonne représentation aussi du métaverse, c'est un film que vous avez peut-être tous vu, c'est Ready Player One, parce qu'en fait, ce film en fait représente un petit peu cette idée qu'un avatar virtuel, en fait, on puisse le changer n'importe quand, etc. Mais quand on reprend ce film de façon globale, le NFT, en fait, est intégré dedans par l'histoire des monnaies virtuelles qui sont collectées en fait quand les personnages sont détruits, etc. dans différents univers. Et ce principe en fait d'avoir des univers différents avec des actions différentes et pour les utiliser à des moments différents, c'est vraiment la conception réelle du métaverse. En fait, c'est vraiment un lieu où on peut tout y faire et où tout le monde va dedans. Au jour d'aujourd'hui, le terme métaverse est tellement utilisé pour que chacun fasse le sien. Bientôt, il va falloir créer un moteur de recherche pour savoir dans lequel on va aller. Et c'est une grosse problématique parce que dans l'idée du métaverse, il y a 2 types de métaverse. Il y a celui qui est entièrement occlusif, qui est l'équivalent de la VR et en fait tout ce qu'on va faire en mode occlusif. Et il y a une autre méthode de métaverse qui est la partie réalité augmentée, donc qui va s'appuyer sur l'environnement réel et afficher et rajouter du contenu digital dans son environnement avec lequel on va pouvoir interagir. Et en fait, ces 2 univers-là, malgré l'impression qu'ils donnent d'être complètement différents, en fait, au final, ils ont les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on va interagir avec des objets digitaux et des objets réels. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de... On peut créer des concerts en réalité virtuelle positionnés par GPS sur une place, mais on peut aussi cette expérience-là la mettre dans un environnement qui est complètement designé pour avoir une ambiance et un concept particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Et le NFT, là au milieu, en fait, même s'il n'est pas appliqué au niveau de l'avatar de l'utilisateur, l'intérêt qu'il a aussi, c'est qu'il va permettre d'être utilisé sur le transfert d'expériences entre les univers. Et c'est là où il y a des choses à créer. Justement, par exemple, sur du musée, sur de l'art, etc. C'est toujours la méthode d'accès qui est prédominante par rapport en fait, à l'usage qu'on va en faire à l'intérieur. Et la base aussi, c'est que l'expérience soit intéressante. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'expériences qui sont peu intéressantes en réalité virtuelle, où on a l'impression en fait, que ça ne sert à rien, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un lieu qui permet de casser les codes, de se transformer en voiture pour balader les gens, etc. Mais ça permet surtout de se permettre des délires, comme sur le concert aussi, c'est de mettre en valeur des objets patrimoniaux comme la cathédrale Notre-Dame, en fait, et de se dire, on va pouvoir faire dessus des choses qu'on n'aurait vraiment même pas pu faire avec un spécialiste du vidéo mapping, on n'aurait pas pu faire ce genre de choses. Donc c'est là où c'est intéressant. Alors j'ajoute juste un petit truc aussi très, très sympathique qui est peut-être assez différent de ce qu'on connaît avec les fameux replays et de la vidéo 2D, c'est que le concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame, il a été enregistré en réalité virtuelle. Ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui d'aller avec vos copains, le revivre, mais j'utilise bien ce mot à dessein, pas le regarder, mais le revivre de l'intérieur. Et on peut imaginer ça, on a vu avec Adam, c'est aujourd'hui possible de revivre un film de l'intérieur. Et si vous avez, si vous pouvez installer Unreal Engine, je crois, sur votre ordi, bon, il faut que l'ordi soit un peu costaud, parce que sinon il va... C'est Unity, Adam Non, c'est Unity. Installer Unity, je suis pas développeur, ça se voit, et on peut récupérer les sources d'Adam. Et donc, vous pouvez le jouer, arrêter le film, vous balader dedans,
Je crois qu'on peut même maintenant le connecter avec un casque VR et être carrément à l'intérieur pour être dans le film. Alors ça change un peu la donne. Alors après, on parlera du rôle du réalisateur et du cadreur là-dedans, parce que les pauvres, ils sont allés se pendre, hein, mais c'est un autre non, sujet. Figure-toi qu'ils sont pas du tout allés se pendre. Et on va venir aux compétences. Je suis réalisatrice virtuelle, bordel. Alors, juste avant d'attaquer ça, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Ouais. Bonne question. Est-ce que les métaverses communiquent entre eux? Déjà, dire les métaverses, techniquement, ça commence mal, parce qu'il est censé y en avoir qu'un. Bon. Non, mais effectivement, aujourd'hui, c'est une tannée parce que, par exemple, de mon point de vue, qui fait de l'organisation événementielle, culturelle, etc., sur des plateformes de réalité virtuelle sociale, qu'on appelle métaverse par abus de langage, mais que j'appellerai pas comme ça, eh ben, chaque plateforme a ses propres codes et ses propres façons de fonctionner, et il n'y a pas de portail d'une plateforme à une autre. J'en rêve. Je serais ravi qu'il y ait des portails de Altspace à VRChat, à Roblox. Mais aucun système ne fonctionne de la même manière. Et aujourd'hui, ils veulent pas créer de portail en plus parce qu'ils sont concurrents. C'est un peu comme à l'ère du smartphone où il y avait 30 opérateurs, puis au bout d'un moment, il n'y en a plus que 2. Enfin, c'est un peu le même type de guerre dans lequel Facebook se lance avec un gros coup de pied. Mais je pense qu'ils vont se faire... Et pour être... après, je veux pas... alors, je vais donner le bon côté des choses. C'est qu'il y a des groupes de normalisation internationaux qui travaillent là-dessus. Le W3C, le Chronos Group, les trucs comme ça. Et de l'autre côté, je vous rappelle quand même que Internet a quelques années, et jusqu'à preuve du contraire, votre profil Facebook ne vous sert pas spécialement pour aller chez Google. Enfin, il y a des zones fermées dans l'Internet aujourd'hui. Vous pouvez bien aller d'un site à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous pouvez transporter vos données d'un site à l'autre. Donc le métaverse, on va dire que dans les 20 prochaines années, on le verra peut-être arriver. Hein. Mais je suis optimiste. Je voudrais conclure justement, alors c'est presque toutes les conférences qu'on fait au Satis, on les conclut comme ça, parce que c'est bien d'en parler, on voit plein de trucs à faire, mais pour faire ça, il faut des compétences. Donc, est-ce que les compétences s'acquièrent facilement? Est-ce qu'on passe facilement de la vidéo à productrice et réalisatrice VR? Quid des compétences et comment augmenter en compétences? Alors c'est une question un peu large sur laquelle je pourrais parler longtemps, mais je vais essayer d'être brève. 10 minutes. Entre autres, sur le concert de Jean-Michel Jarre, on a amené des gens qui sont dans son équipe en réel à travailler avec nous sur le virtuel. Je vais prendre l'exemple de son light designer. Donc Yvan Morandini a fait toutes les lumières sur son logiciel habituel. Et nous, avec nos équipes de graphistes et de développeurs, on a déporté ça. On a trouvé des workflows entre son logiciel de scénographie et Unity sur lequel on travaille donc, pour faire des mondes VRChat. Et on a réussi à recréer son travail de lumière dans Unity, sachant qu'on lui a donné aussi des contraintes de poids. Enfin voilà, on a partagé avec lui certaines contraintes. Donc d'un côté, on a des compétences purement spectacle vivant, audiovisuel, qui viennent dans la réalité virtuelle, mais par le pont d'intermédiaires comme nous. On a des compétences dans tout ce qui est graphisme pour la création de mondes et développeur pour le code de ces mondes-là. Ça peut être autodidacte ou en école, il y a pas mal de choses à faire. Et pour revenir un peu sur ce que tu disais sur la réalisation, pour Jean-Michel Jarre, j'étais non seulement productrice de toute la partie virtuelle, mais aussi réalisatrice vidéo pour le broadcasting. Donc on a implanté des caméras dans le monde virtuel par Unity. Donc il y avait plusieurs caméras que j'ai conçues avec les équipes. Je disais, cette caméra elle tourne autour de la scène, ça c'est un drone qui va sur Jean-Michel, c'est ci. Et j'avais 2 avatars qui avaient des caméras main sur lesquelles j'avais fait des réglages, donc gros plan, grâce à un outil d'un développeur japonais, merci à lui. Sans lui, j'aurais pas pu faire des si beaux plans. Et avant le concert, j'ai fait un espèce de pré-séquençage storyboardé que Jean-Michel Jarre a approuvé, parce que ses musiques avaient un timing bien précis, sur lequel on avait mis les effets 3D, etc. Et le jour J, le découpage du broadcast était quasiment prédécoupé, et c'est les performances de Jean-Michel Jarre qui étaient live, donc on dirait que c'est du live on tape. Mais toute la prépa, la réalisation, ça a été hyper ambitieux. En plus, comme en VR, l'avatar ne transmet pas toute l'énergie de la personne réelle. Et j'ai vraiment réalisé ça comme un clip, de sorte que ce soit très dynamique, que les gens s'ennuient pas en le regardant, mais qu'ils aient quand même envie de voir la version virtuelle, parce que les précédents broadcasts que j'avais vus, il n'y avait pas autant d'outils, et du coup c'était super ennuyeux, il y avait juste un plan large de ce qui se passait en virtuel, et ça donne pas envie d'y aller. Donc il y a plein de compétences. Oui, alors il y a les 2 options. En fait, les caméras que j'avais mis dans Unity, j'avais des contrôles clavier pour les activer.
donc comme une régie multicam live, et les avatars qui ont des caméras main, bon, c'est des caméras transparentes, hein, toutes ces caméras sont transparentes, donc on peut être 10 cadreurs si on veut, même mon avatar de cadreur était transparent. Et du coup, ça se passe comme une régie live, effectivement. Il y a un ordinateur par point de vue. Et donc voilà, on active avec les claviers les différents angles, le caméraman main. C'est une vraie logistique. Et l'avantage, c'est que vous pouvez avoir autant de caméras que vous voulez. Là, le prix de la caméra n'est pas important. Oui. J'avais 15 caméras en tout, donc c'est quand même très ambitieux pour ce type de projet, mais j'en avais pas 35 non plus, sinon j'aurais eu mal au pouce. Enfin, je veux dire, faut pas abuser non plus. Même question pour la musique. Est-ce que c'est facile d'avoir des professionnels du secteur de la musique qui vont se débrouiller avec tout ça, quoi? Est-ce que vous les amenez, vous les aidez, vous, à rentrer dans ce monde? Ouais, pour les compétences, en fait, je vais parler d'un aspect en particulier, c'est que les stars ont une grande peur de leur image. C'est-à-dire, la plupart des stars... Avec des avatars pourris, c'est pas facile. En plus. Ouais, voilà. Donc, par exemple, Jean-Michel Jarre, lui, il a toujours été à la pointe de la technologie, il est à fond. Voilà, c'était pas le plus difficile à convaincre. Mais là, récemment, j'ai travaillé avec Yael Naïm pour le Téléthon et elle n'a pas voulu être avatarisée. Du coup, on l'a filmé sur fond vert et on va l'intégrer dans un monde virtuel. Donc, selon la star à laquelle on a affaire, on utilise des technologies différentes. Et les technologies d'avatarisation ne correspondent pas à tout le monde. Et il faut aussi énormément rassurer ces personnes-là parce qu'elles ont un modèle classique avec lequel elles fonctionnent. Leur dire, là, tu vas être en avatar dans un monde virtuel, etc. Ah, mais est-ce que je peux voir? Tu vas être là, un on petit innove. Tu vas être un chat. S'inquiète, ça va bien se passer. Juste une question pour aller peut-être à fond. Est-ce que il y a beaucoup d'avatars qui sont complètement synthétiques? Aujourd'hui, on parle d'acteurs synthétiques, mais il y a beaucoup de... Alors, peut-être plutôt en Asie, mais que ça commence à venir pas mal. Il y a pas mal de chanteuses, de chanteurs qui sont des avatars, mais qui ne sont que ça. On en produit un, nous. Voilà. Est-ce que ça, c'est aussi facile à produire? Est-ce que ça change quoi, en fait? Est-ce qu'on a besoin de chanteurs? Pardon, excusez-moi. Justement, dans les idées les plus loufoques, c'est aussi changer complètement la forme, c'est-à-dire d'avoir un artiste qui est sur une scène devant un public, c'est finalement très classique. En réalité virtuelle, on peut avoir un ballon de basket qui chante entouré d'un public. Enfin, on peut s'imaginer des millions de choses. Et là, par exemple, on travaille sur un nouveau projet où ce sera plutôt qu'un concert, un parcours musical exploratoire. Donc il y aura un espèce de monde virtuel assez grand, une lumière qui nous amènera vers un premier opus. Là, il y a une chanson qui passe, on peut regarder autour de soi, interagir, grimper, puis la lumière nous amène ailleurs, on peut de nouveau interagir, mais on ne verra jamais la star façon concert frontal, et on ne la verra même jamais dans cet opus. Parallèlement à ça, on a un DJ qui a été un enfant moqué à l'école, etc., pas très sociable, donc il n'a jamais voulu faire une carrière physique. Donc l'avatarisation lui a tout de suite été, donc c'est quelqu'un d'assez jeune qui est DJ. Même nous, on ne connaît pas son identité parce qu'on l'a rencontré dans VRChat, mais on a décidé de le produire et d'avoir une seule personne en charge du contrat qui connaisse son identité pour jouer le jeu, donc nous-mêmes, on ne sait pas qui c'est. Et donc voilà, on le produit dans VRChat et ses concerts. Il y avait également... Oui, il y a une chanteuse également japonaise, j'ai oublié son nom. Je crois qu'il y en a plusieurs, il y a même des groupes maintenant. Oui. Alors, les Asiatiques, les Japonais et les Coréens ont quelques années souvent d'avance sur l'acceptation des usages, clairement. Mais c'est ça qui est intéressant justement avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut justement vivre de sa passion comme la musique, tout en changeant son avatar, justement se créer une nouvelle identité. Et personne donc saura qui on est réellement. Pour les personnes qui sont assez par exemple timides ou qui veulent justement garder ce côté anonymat, c'est ça qui est très intéressant dans la réalité virtuelle. Je fais un peu de pub. Si vous allez sur le site de augmentedreality.fr de l'association, on a fait une interview de Ludmila, dont j'ai oublié le nom parce que j'ai pas de mémoire, qui a travaillé en fait sur les avatars plutôt asiatiques et la représentation, le lien entre les personnes et les avatars. Je vous le conseille parce que c'est très intéressant. Ça nous donne une idée, peut-être dans 3-4 ans, de nos propres usages et justement de ce lien entre la personne réelle et l'avatar qui, comme tu le disais, n'est absolument pas unique, peut changer entre les personnes, peut changer en fonction des moments et tout un tas de trucs vraiment rigolos. Je suis désolée d'avoir entendu séparer. Je voulais juste raconter une micro-anecdote que je trouve super. C'est que dans le spectacle qu'on produit, on a un danseur virtuel qui performe pour nous, mais en fait ce danseur virtuel, c'est un paraplégique japonais. Il n'a plus de jambes, il ne peut pas les utiliser, il ne peut pas bouger. Du coup, il met des capteurs sur ses coudes, sur ses mains, etc. Et il fait du breakdance virtuellement.
et il trouve ça super, il adore sa nouvelle vie et sa nouvelle carrière, et du coup pour ce genre de raison je me lève le matin et je fais mon job. C'est vraiment... Après, il y a un autre aspect aussi, c'est donc il y a l'avatar virtuel. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de tout. Voilà. Il y a l'avatar virtuel, mais il y a le vrai avatar du vrai chanteur ou du vrai artiste ou du vrai sportif. Vous avez dû en voir passer quelques-uns sur... alors, c'est un exemple qui est sorti aux États-Unis sur une marque de burger que je ne citerai pas. Il y a eu un rappeur qui a été capté dans une technologie qui s'appelle la captation volumétrique. C'est de la vidéo volumétrique. La vidéo volumétrique, c'est un petit peu une espèce de mélange entre de la photogrammétrie bâtiment et de la production audiovisuelle. Comment ça fonctionne? C'est un studio fond vert à 360 degrés avec entre 100 et 250 caméras, des capteurs infrarouges qui vont être alignés et qui permettent derrière en fait de capter en temps réel et de diffuser en temps réel ce qui est capté dans le studio. Nous on l'utilise en réalité augmentée puisque bon, on en profite, on l'annonce aujourd'hui, en fait nos technologies intègrent la technologie 4D View et permet de diffuser de la réalité augmentée en temps réel à partir de ce qui est capté dans le studio. Cette techno-là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment la vraie personne qui est là. Donc on l'utilise sur du patrimoine, sur de la présentation en fait d'avatars historiques, de la reconstitution historique. Ça peut être sur des sportifs. Dans le domaine du sport et du coaching, en fait, c'est quelque chose qui commence à être exploité aussi. Gros avantage, c'est qu'on a vraiment tout qui est capté, c'est-à-dire que ce soit les mouvements, que ce soit les vêtements, que ce soit les attitudes, et c'est surtout, ça peut être utilisé dans la transmission en fait des gestes techniques aussi. Donc c'est une technologie qui en plus qui permet d'être optimisée en fonction des besoins, c'est-à-dire que à partir des algos de compression, on peut aussi bien générer des modèles qui vont être exploités en VR, qui vont être exploités en réalité augmentée, qui vont être exploités sur des supports. Alors vous en aurez tout à l'heure sur des supports de com où vous avez les personnages qui vont bouger dessus et le positionner en environnement réel. Donc c'est une méthode, c'est une nouvelle méthode de captation qui peut être très intéressante dans différents domaines. Alors imaginez ça, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, donc captation volumétrique. Vous captez une scène de film, de série, vous mettez un casque et vous allez dedans. Vous voyez la scène en direct, l'action en direct, vous êtes dedans en fait. Vous participez pas encore, mais vous êtes vraiment dedans. Là on le voit pas, mais le son est capté en même temps. Donc en fait le combat, il y a vraiment le son de l'action qui est généré. Et donc là on est passé avec la même méthode, on a passé le même modèle qui est en positionnement d'environnement réel. Donc il a une notion de l'environnement. Utilisé en réalité augmentée classique sur des téléphones, il va pas avoir des notions en fait des obstacles. La même techno tourne sur des HoloLens et sur des lunettes de réalité augmentée. Donc en fait avec la notion des différents obstacles, des plans verticaux, des plans horizontaux, etc. Donc c'est quand on veut faire vraiment du réalisme et avec des acteurs, cette méthode en fait elle permet de produire très vite. C'est ça qui est intéressant. Quel est le décalage que vous avez avec le temps réel? Donc j'ai un match de basket là que je voyais. Donc il y a la partie traitement, il y a aussi la partie réseau, l'internet quelque part avec les paquets. Vous êtes quoi dans les 30 secondes, une minute? Non, en fait vous avez la réponse, en fait c'est le débit. En fait c'est quelques microsecondes en fait quand on est sur du flux constant. Et après ça dépend sur de la 4G. Automatiquement en fait nos applications prennent le flux qui est le plus optimisé en fonction du débit. Donc en fait quand le système injecte le rendu, il va injecter 6 formats différents qui vont aller du format exploitable sur de la 3G, de la 4G et des réseaux. Et en fait, il va adapter le contenu en fonction. Après, sur du transfert en temps réel, il y a deux méthodes de traitement, ou avec un cache tampon de la machine qui va rediffuser en fait sur le flux sur un site particulier, ou en fait avec du flux temps réel, mais à condition d'avoir du débit. Alors, tu peux offrir le choix d'un concert live, et l'autre quelque part dans lequel je peux me balader, choisir mon point de vue. Alors, juste pour vous donner peut-être un tout petit point, on a des expériences, je ne sais plus si c'est en France, mais en tout cas aux États-Unis, c'est Verizon qui fait ses expériences de transmission 5G avec captation volumétrique rendue directe. C'est-à-dire que capté, transmis, vous voyez ce qui est transmis et vous pouvez interagir avec ce qui est transmis. Ça par contre, pour le coup, si vous n'avez pas de la 5G... Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, on parle, mais on a déjà débordé de 10 minutes. Hein.
Est-ce que tout a été clair? Est-ce que vous savez ce que c'est un métaverse? Oh pardon, désolé. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres points? Non. Par exemple, par rapport au concert de Jean-Michel Jarre, c'est qui vous commande le concert en fait, en termes de production? C'est la plateforme ou est-ce que c'est un concert payant? Comment ça se passe? Comment on monétise Alors le concert de Jean-Michel Jarre, c'était une configuration particulière. C'est lui qui en a eu l'initiative et qui a été convaincre la mairie de Paris. Donc c'est la mairie de Paris et l'UNESCO qui ont parrainé le concert. Et c'était un concert gratuit pour le Nouvel An parce que chaque Nouvel An, la ville de Paris et la France, plus généralement, fait un événement national marquant. Mais comme on était en plein confinement, on ne pouvait pas faire de vidéo mapping sur l'Arc de Triomphe. Enfin, il y a plein de projets qui sont tombés à l'eau. Et donc le projet de Jean-Michel Jarre a été retenu pour être le projet qui allait être diffusé sur toutes les chaînes télé au moment du Nouvel An pour représenter la France. Et là, il a été clairement, nous, on a établi un budget, il a été soumis et la mairie de Paris nous a 100% soutenus. Pour l'instant, il est gratuit quand on continue de le diffuser en festival. Mais évidemment, un jour, je pense qu'il sera possible qu'on le rediffuse de manière payante. Pour l'instant, il n'y a pas encore de système de ticketing dans la plateforme virtuelle, donc il faudra passer par une plateforme de ticketing externe type Eventbrite, trouver des tours de passe-passe avec il faut rejoindre tel hôte virtuel, etc. pour privatiser un peu la chose. Mais voilà, c'est un work in progress. Je ne me fais pas de soucis sur le système de ticketing qui va arriver très vite sur ces plateformes. Juste une petite parenthèse au niveau des univers différents, parce qu'on a parlé beaucoup de VR et de réalité augmentée au sens large. Juste une parenthèse sur les univers de la réalité augmentée. En fait, il y a plusieurs univers dans la réalité augmentée. Vous avez tout ce qui peut être diffusé à partir d'une détection d'images, tout ce que vous pouvez prendre en photo, tout ce que vous pouvez voir. Ça peut permettre de diffuser du contenu digital. Mais il y a 3 autres univers de réalité augmentée qui sont souvent interconnectables avec la VR. C'est, je vais scanner une pièce ou un lieu, et c'est ce lieu qui va devenir objet de détection et qui va permettre d'afficher du contenu en réalité augmentée ou afficher des hologrammes, etc. Il y a la possibilité aussi de scanner un objet. Donc c'est la vidéo qui est là. En fait, c'est un moulage qui a été scanné et les objets 3D ont été repositionnés. Et en fait, c'est l'objet 3D qui sert de détection. Et après, il y a le mode collaboratif. Et le mode collaboratif est souvent rattaché un petit peu à ce qui est fait sur de la VR. Alors, effectivement, la réalité augmentée a moins de fonctionnalités de mode collaboratif au jour d'aujourd'hui que la VR. Mais les lunettes de réalité augmentée, enfin les différents modèles de lunettes de réalité augmentée qui arrivent vont faire que ce manque en fait d'interconnectivité entre les utilisateurs va se réduire de plus en plus. Est-ce que vous mélangez les techniques et par exemple, est-ce que vous allez utiliser le LIDAR ? Bien sûr. Alors, je ne suis pas rentré dans la partie bâtiment, mais en fait, Real-Illusion est le seul outil du marché qui permet de faire aussi bien du marketing sur du papier que de déployer des bâtiments en taille réelle sur des parcelles pour des opérateurs comme Action Logement, comme le groupe 3F, etc. Donc, c'est un outil qui permet de commencer par un bout et de pouvoir faire évoluer l'expérience avec... Tout à l'heure, on parlait justement du fait des applications et des systèmes qui sont souvent propriétaires et qui permettent pas en fait d'avoir des expériences globales. Real-Illusion a été conçu pour être un outil qui serve d'outil unique, quel que soit le métier et quel que soit le besoin de niveau de puissance de réalité augmentée. Il est basé sur un moteur 3D, ce qui permet en fait de pouvoir aussi bien faire des petites expériences, des supports de com, mais aussi de jouer en environnement réel, d'intégrer des technologies comme 4D View et beaucoup d'autres choses. Si c'est bon pour vous, je voudrais, Emilia, est-ce que tu peux nous conclure la session par un truc qui est important, c'est l'utilisateur final. Quand les gens utilisent ta solution, donc il faut bien se remettre en tête, hein. Ils ont un casque, ils ont un micro, ils sont en train de chanter sur scène We Are the Champion avec Freddie Mercury. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils voient ça? C'est quoi les réactions? Je pense qu'ils sont tous impressionnés parce que justement on a organisé des concours un peu aussi pour voir ce qu'ils pensaient de notre application, donc musique, et toutes les réactions étaient à peu près les mêmes. C'est qu'ils étaient étonnés de vraiment se sentir sur scène, parce que justement on veut vraiment donner cette expérience de scène, donc même à un artiste lambda, et voilà, en fait c'est vraiment on découvre où on monte sur scène.
Je vous conseille de regarder des vidéos aussi des gens qui chantent sur musique. C'est assez impressionnant. C'est hyper drôle. Et puis pour rajouter, je connais bien les fondateurs de musique, et tu le disais tout à l'heure, souvent les personnes sont frileuses avant l'expérience. Elles voient le casque, elles voient le dispositif, et se disent oh là là, je vais chanter dans un casque devant des gens. Et une fois qu'elles l'ont fait, elles sont émerveillées. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce côté-là, et ça marche pour tout ce qui est virtuel. C'est le côté. Je me rappelle sur la Valve virtuelle où c'est surtout dur de leur enlever les micros après. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, au début, on les voit tout timides, et finalement, ils rentrent vraiment dans le jeu de « je suis une star », on les voit même danser, et c'est ça vraiment c'est ça qu'on a envie de donner envie, justement, aux gens. Ah oui, le making-of de musique à la Valve virtuelle, il vaut la chandelle. Promis, il n'est pas vendu en NFT. Non, pas encore. Mais je vais peut-être lancer mon propre système de NFT finalement, parce que je vois que ça peut servir. En tout cas, merci à tous pour vos attentions. Et puis, si vous avez des questions, je vous en prie, venez discuter avec les speakers. C'est vrai, vous avez un quart d'heure. Alors prenez les cartes de visite. Merci beaucoup.